Quand ils commencent sur YouTube ou sur Twitch, la plupart des gens sont à la recherche d'un bon micro pour pas cher et achètent un Birdie M1 puis plus tard un Blue Yeti sans trop se poser de questions. Et si je vous disais que pour le même prix, vous pouvez avoir une meilleure qualité sonore avec plus de possibilités d'évolution et surtout un micro plus adapté à vos besoins? Et si je vous disais que je viens d'enregistrer ces deux dernières phrases dans un micro à 15€? Bonjour à YouTube, c'est Daimon, je vais vous expliquer pourquoi tous ces tops des meilleurs micros pour débuter sur YouTube, en fait faut pas trop les écouter. Je ne cherchais évidemment pas à foutre la honte à celles et ceux qui se reconnaîtront dans les écueils listés dans cette vidéo, je suis moi-même tombé dans la plupart d'entre eux qui me serviront même d'illustration pour vous faire comprendre pourquoi ce sont des erreurs. Aujourd'hui on va prendre le cas de quelqu'un qui parle assis à son bureau, en facecam, soit un bon pourcentage de vidéos YouTube, et l'immense majorité des voix off, stream Twitch, live YouTube, etc. Bien sûr, les conseils qui vont suivre ne s'appliquent pas si vous voulez faire de la fiction ou du reportage, mais si ces cas vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo dédiée. Vous me connaissez, moi je pourrais parler de matos audio pendant des heures. Erreur numéro 1. Les micro-casques. L'avantage des micro-casques, l'unique avantage des micro-casques, c'est qu'une fois fixés, vous n'aurez plus du tout à vous préoccuper de leur distance par rapport à votre bouche. Bon, ça c'est une merde à 10 balles. Et ça peut être bien quand vous êtes en train de faire une game, en train de discuter avec vos potes, vous avez juste besoin que ce soit audible, ils sont là pour ça. Et il y a des commentateurs sportifs qui aussi les utilisent. Toutes les situations où vous ne voulez pas vous préoccuper de votre positionnement par rapport au micro. Mais il faut savoir que le son sera très souvent à la ramasse. C'est le principal inconvénient, c'est la qualité audio de ce genre de matos qui clairement ne fait pas le job. Faut savoir que moi j'ai commencé ma chaîne YouTube avec ça, c'est un micro casque Logitech, donc qui commence à avoir un petit coup de vieux maintenant, mais qui est de bonne qualité, qui coûte une centaine d'euros. Je remercie encore une fois mes potes de me l'avoir offert à l'époque. Quand je suis passé du micro intégré de mon PC à ça pour jouer avec mes potes sur le Mumble, Mumble à jamais dans nos cœurs, mes potes m'ont remercié parce que c'était quand même beaucoup mieux. En plus il est livré avec une carte son, c'est censé vraiment pas être de la merde, mais même ce genre de micro, ce sera pas bon. Je vais vous mettre à la fin de ce chapitre des exemples à la fois en gaming et à la fois j'ai fait des tentatives de voix off avec des micro-casques. Ne faites jamais ça chez vous. Alors vous allez me dire, ouais Dai t'exagères, il y a des micros Sennheiser, ils sont très bien. Ils sont très bien pour des micro-casques, mais ils coûtent 300 voire plus de 300 €. Faut savoir que à ce prix-là, vous pourriez avoir un micro du feu de Dieu. On en voit quelques-uns sur Twitch, ils ont justement ce genre de micro Sennheiser très cher. Je dis Sennheiser parce que ils font des micros de tous les types, mais sur les micro-casques, ils se posent un petit peu comme une référence du top, du haut du panier. Donc ne le faites pas si l'audio est un tant soit peu votre priorité, mais il faut savoir qu'il y a pire que les micro-casques. Il y a le son intégré à votre webcam, ou comme j'en parlais, le son intégré à votre ordinateur portable. Il y a des fois des petits micros qui, de base en natif, existent. C'est toujours de la merde. Et donc voici mon exemple à ne pas suivre. On se retrouve dans les Pyrénées, au fin fond des Pyrénées. Est-ce que je peux vous montrer ça? Est-ce que tu vois mon copain? Là, il y a des montagnes derrière la vitre. Le scénario tient ses promesses. D'une manière générale, il est très bon, mais les choix de dialogue ne permettent malheureusement que d'arriver au même point, par des chemins différents, certes, mais pas de réellement influer sur l'histoire. Du calme, tout va bien se passer. Inao Kaizuka est résolument un personnage de shonen, mais il n'est pas une caricature. Terrien orphelin, adolescent d'une quinzaine d'années, il va devoir transcender ses limites pour protéger ses amis et sauvegarder l'humanité. Erreur numéro 2, les micros USB. Lorsqu'on cherche son premier micro, on se dit souvent que ce sera plus facile et moins cher de choper un micro qui se branche directement à l'ordinateur en USB. Non seulement ça ne sera pas forcément plus cher de prendre une configuration avec une connectique en XLR, mais ça n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est comme mettre une chaussette avant une chaussure, ça reste dans le domaine du faisable et le gain en qualité peut être substantiel. Les micros USB sont souvent limités à 16 bits, alors que la plupart des interfaces audio sont en 24 bits, on commence à voir du 32 bits arriver, même si il y a des micros USB qui peuvent monter en 24 bits, mais ils sont généralement très chers, genre du 250, 300, 350 € pour un micro USB. L'autre problème, c'est qu'ils ne sont pas évolutifs. Passé un certain point pour améliorer votre audio, de toute façon, vous finirez par acheter une carte son externe et un micro en XLR. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Et puis à l'avenir, vous n'aurez que le micro à changer, vous conserverez l'interface. Je vous mets de bonnes références à pas cher, à la fin en post-production et dans la description si vous cherchez. Si malgré ça vous souhaitez rester en USB, connectique qui garde pour elle l'avantage de la transportabilité, il n'y a pas d'interface audio à ramener en plus du micro,
je conseille généralement le Samson Q2U. Ça n'est pas le micro qui délivre le son le plus flatteur et son prix a tendance à augmenter, mais il est livré avec un package plus que correct, et surtout les deux gros avantages qu'il a, c'est qu'il peut se brancher en USB et en XLR pour le jour où vous voudrez évoluer. C'est un des seuls micros qui est évolutif, hein. Généralement c'est les cartes son qui permettent une évolutivité, là c'est ce micro. Il est surtout le seul micro dynamique à exister en USB, ce qui est tant une bonne transition pour votre setup que pour moi avec le point suivant. Que l'on se comprenne bien, en soi, le Bird du M1 ou le Blue Yeti ne sont pas de mauvais micros. Mais en plus de tous les défauts cités précédemment, ce sont presque toujours des statiques à condensateur, plus sensibles que les dynamiques et donc peu adaptés à l'usage en dehors d'un véritable studio. D'où l'erreur numéro 3, les micros statiques à condensateur sans traitement acoustique. Question. Est-ce que vous vivez dans un studio d'enregistrement avec des basses trappes dans les angles, une alternance de mousse absorbante et de diffuseurs, des murs au plafond, des tapis sur le sol? La réponse sera non pour 99% des personnes qui commencent sur YouTube et sur Twitch. Ils enregistrent souvent chez eux avec les aléas acoustiques qui vont avec. Une porte plutôt qu'un véritable sas, du carrelage, des angles abrupts, des vitres sur lesquelles le son va rebondir comme un ressort, des bruits de canalisation, de chaudière, de frigo, le PC avec tous ses ventilateurs. S'il fait chaud, comme là par exemple c'est mon cas, j'ai un ventilateur à fond braqué sur mon visage et donc sur ce micro, normalement vous ne l'entendez pas trop. Et c'est justement le but, ne pas entendre tout ce bruit de fond qui, avec d'autres micros, est parfaitement audible. Eh bien, les micros statiques à condensateur, ce qui inclut, comme on l'a vu, l'immense majorité des micros USB, vont capter cet écho flottant, c'est comme ça qu'on appelle cette résonance légèrement métallique dans les aigus, et tous les bruits parasites. Si vous êtes gamer, les statiques vont aussi, sans problème, capter tous les bruits de votre clavier, a fortiori s'il est mécanique, hein. On les connaît les gamers, ça fait du sbeul, et une seule solution contre ça, les micros dynamiques. La bonne nouvelle, c'est que ces micros coûtent souvent beaucoup moins cher que leurs homologues à condensateur. D'où le son plutôt propre que vous aviez en introduction avec un micro qui coûte que 15 balles. En contrepartie, les dynamiques ont pour la plupart un moins large spectre de fréquences, notamment dans les aigus, et demandent plus de gains. Je vous mets ici quelques références de dynamiques ayant un bon rapport qualité-prix. Un dynamique peut cependant profiter d'un traitement acoustique, même si ça s'entendra moins qu'avec un condensateur. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Les gens pensent à de la mousse acoustique qui, pour qu'elle soit de bonne qualité, coûte souvent assez cher, même si y a dans les moyennes gammes des choses plutôt passables, mais rajoutez déjà des coussins, des tapis, des rideaux, meublez votre pièce un minimum, parce qu'il n'y a rien qui s'entend plus qu'une pièce vide. Bonus, si vous êtes bricoleur, faites vos propres panneaux acoustiques vous-même, ce sera moins cher et ce sera plus efficace que de la mousse. Aujourd'hui, nous sommes sur mon setup numéro 2, avec un ventilateur en position maximale, et là vous entendez la différence entre un micro dynamique et un micro statique comme là. Mais pour faire ce que je fais, au rythme où je le fais, de la façon dont je le fais, avec le public de niche que j'ai, je trouve que c'est déjà... Non, c'est quand même de la merde. Bonjour YouTube, c'est Daimon pour Le Mardi c'est permis, en compagnie de Belial Spirit avec quelques minutes de retard réglementaire. Vous êtes sur DaiFM pour LMCP 77ème du nom, il est 20h09, donc on commence un peu plus tôt que d'habitude. Erreur numéro 4, prendre un combo mal assorti. Boum, saut dans le futur. Ça vous permet d'entendre le bruit à l'extérieur, ou plutôt l'absence de bruit, donc ventilateur, plus fenêtre ouverte, plus voiture qui passe, plus voisins qui rentrent. Et normalement ça devrait quand même rester très audible sans bruit parasite. Et justement, une fois que la plupart des gens sont convaincus que l'XLR et les micros dynamiques sont la voie du salut, ils vont se ruer sur un Shure SM7B et une interface audio Scarlett, que ce soit une Solo ou une 2i2. Alors pourquoi? Souvent parce que leurs youtubeurs et streamers préférés utilisent ces équipements et que les Scarlett sont en tête de tous les tops, de toutes les ventes. Seulement, ce qu'ils n'auront pas anticipé, c'est que ces deux pièces d'équipement ne vont pas très bien ensemble. En effet, le Shure SM7B, par ailleurs un excellent micro dynamique, est aussi un monstre assoiffé de gains, et pour le sustenter, il faudra une interface audio assez costaude qui pourra au minimum lui délivrer 60 décibels de gain. Et jusqu'à la récente 3ème génération, les interfaces Scarlett n'avaient clairement pas assez de patates pour ce genre de micro, que ce soit un SM7B ou un RE20. Même la MK3, je me demande si on n'est pas un petit peu juste en termes de volume. Alors c'est l'un des rares écueils dans lesquels je ne sois pas tombé personnellement, mais c'est le combo par exemple qu'a choisi ce fumier Jackie, un youtubeur que j'aime bien, SM7B plus Scarlett de 2ème génération je crois. J'espère que ça ne le dérangera pas que je le prenne en exemple ici. Alors bien sûr, ce problème peut être résolu par l'ajout d'un Fathead ou d'un Cloudlifter. Il existe aussi d'autres, je crois que par exemple Clarks Technique propose ce genre d'accessoire pour un petit peu moins cher. En fait ça va rajouter un étage de son supplémentaire
autour de 25 décibels, normalement sans induire de souffle supplémentaire ou très peu de souffle supplémentaire, ce qui va enfin permettre de baisser le gain de son interface et du coup d'augmenter la qualité audio. Mais on parle de 80 € pour un Fathead et plus de 150 € pour un Cloudlifter, donc c'est un coût non négligeable qui pourrait être évité en réfléchissant mieux à votre combo carte son, micro que vous connectez dedans. Autre écueil, il y a la carte son ou l'interface audio, suivant comment vous préférez l'appeler, ne pas prévoir l'évolutivité. Peut-être que dans le futur, vous voudrez, comme moi, brancher un compresseur en analogique, ou dans ce cas-là, vous aurez besoin d'inserts, c'est des ports spécifiques sur votre interface audio, ou simplement brancher un deuxième, un troisième, un quatrième micro. Vérifiez que par rapport à vos besoins futurs, votre carte son peut faire ce genre de choses. Avouez que ce serait dommage de changer, d'acheter une Scarlett Solo par exemple, et 2 mois plus tard de se dire « Ah bah j'aimerais bien pouvoir brancher un deuxième micro, va falloir que je change mon interface ». Réfléchissez dès le début à votre usage, histoire de ne pas vous faire avoir avec ce genre de choses. Et si dans le futur, une fois votre environnement acoustique un peu mieux maîtrisé, vous souhaitez brancher des micros statiques à condensateur, vérifiez, en plus du nombre de prises jack, de prises XLR, d'inserts sur votre carte son, évidemment, l'alimentation fantôme, qu'elle soit présente, c'est une alimentation de 48 volts. La plupart, aujourd'hui, l'immense majorité des interfaces audio le proposent. Enfin, je vous déconseille de prendre une table de mixage à la place d'une interface audio. La plupart des gens, quand ils débutent, pensent bien faire en prenant une mixette à moins de 100 €. C'est vrai que c'est cool d'avoir tout un tas de potards et surtout de faders, mais déjà, dans les premiers prix, vous n'avez pas de fader, vous n'avez pas beaucoup plus de potards que l'interface que j'ai ici. On se dit qu'on peut jouer un petit peu sur l'équalisation, mais il y a généralement 2 voire 3 potards, donc c'est-à-dire aigu, mid ou basse, et souvent dans les premiers prix vous avez simplement basse et aigu, ce qui vous permet pas du tout un réglage fin, et des choses que vous pourriez faire avec soit un égalisateur analogique beaucoup plus précis, soit avec un plugin gratuit, on reviendra là-dessus. Et si techniquement ça va fonctionner pour convertir un signal analogique en signal numérique pour peu que vous ayez de l'USB sur votre table, sachez que les préamplis de ce genre de mixette sont généralement très moyens. Je ne vois pas de situation en dessous d'une dizaine de sources à brancher où ça se justifie. Même si vous avez 8 micros à brancher, prenez une Octopré chez Scarlett, ça permet de brancher 8 micros en XLR. Et l'utilité de ces tables de mixage, généralement qui valent très cher pour que ce soit utile, c'est du 2000, 3000, 4000 € pour avoir des bonnes tables Midas. Et même dans ces cas-là, je ne crois pas qu'on se serve des préamplis de la table, mais on a des préamplis qui sont connectés sur la table. Donc si votre but c'est simplement de brancher votre micro pour après transporter le signal sur votre PC, prenez une carte son externe, autrement appelée une interface audio, surtout pas une table de mixage. Et erreur numéro 5, ne pas avoir de suspension. Ne dépensez pas tout votre budget dans votre carte son et votre micro. Gardez quand même de quoi accrocher ce dernier via un bras articulé. Il en existe pour une quinzaine d'euros, mais vérifiez quand même combien de poids il peut supporter. Et bien sûr, une suspension. Ce conseil est d'autant plus crucial pour les micros statiques à condensateur, toujours victimes de leur grande sensibilité, mais s'applique également aux micros dynamiques. Pour résumer, le pire scénario, c'est ça, un micro posé sur un pied directement sur une table, sur un bureau. Dès que je tape sur le bureau, ça va s'entendre. Manipulation, tout va s'entendre. Et encore, ça dépend du micro. Là, c'est un micro dynamique qui est peu sensible. C'est un micro de chant, en fait, pour être tenu à la main à la base. Mais ça va s'entendre. Là, je fais tomber un objet sur le bureau. Ça s'entend énormément. Là, je fais le même test. Je tape sur mon bureau. Déjà, rien qu'au monitoring, je l'entends moins. Sûrement qu'on entend quelque chose. Là, je vais lâcher un objet dessus. On l'entend probablement, mais on n'entend pas les vibrations. On entend simplement le bruit du choc lui-même, mais pas les répercussions du choc. Un petit peu mieux, c'est le bras articulé qui isole légèrement votre micro de votre bureau puisqu'il est plus en contact direct. Le problème, c'est que le bras du micro est généralement fixé sur le bureau et va transmettre les vibrations. Je vais essayer de vous trouver un exemple avant que j'ai ma suspension avec ce même micro, et à chaque manipulation, on entendait pendant facile 1 ou 2 secondes après manipulation les restes de vibrations qui venaient parasiter ce que je disais. La plupart des gens font ça, mais je comprends pas ce concept. Je sors, je suis en soirée, ou même je suis attablé à un pub, le pub il est un peu joli. Et bien sûr, le top du top, c'est une suspension. Là, vous entendez, je le manipule, je bouge même le micro, on le voit vraiment se balader. Et normalement, ça ne s'entend pas trop, ça s'entend sûrement un petit peu, mais et on est souvent dans un contexte de live, surtout pour une voix off, c'est un peu moins le cas, mais pour un contexte de live, on est souvent amené à bouger son micro. Si je me mets au fond de mon fauteuil, je vais peut-être vouloir le rapprocher, si je me redresse, je vais vouloir l'éloigner, je vais vouloir régler la hauteur, etc. Toutes ces manipulations émettent des bruits parasites très gênants pour votre auditoire. Alors la suspension, il y en a de type araignée avec des élastiques ou plus rigides comme celle que j'ai, ma Shock Mount à moi, qui coûte quand même une 60aine d'euros. Mais il faut savoir que la suspension
pour ce type de micro, qui est un Electro Voice RE320 et qui partage avec le RE20 et le RE27ND je crois, la même suspension, une suspension à... Est-ce qu'on l'entend beaucoup? 140 €. 140 €, c'est le prix d'un micro, les gars. D'un bon micro. Personnellement, j'ai préféré payer 2 fois moins cher pour un accessoire qui ira à la plupart des micros, plutôt que de payer le double pour une suspension qui n'irait qu'à mon RE320 ou si j'achète un RE20 dans le futur. Mais si j'achète un statique à condensateur, j'aurai la même suspension. Elle est très bien réputée, elle est de très bonne qualité, elle coûte un petit peu cher, mais pas beaucoup plus que la plupart des suspensions. Simplement, elle est réutilisable. Donc... les suspensions universelles, pensez-y, ce sera sans jeu de mots assez vite amorti. Avouez qu'après avoir fait tout ça, ce serait dommage de gâcher tout votre matériel en ne vous en servant pas correctement. En général, on va chercher à obtenir un volume d'environ moins 12 dB, moins 12, moins 10 dB en essayant de ne jamais dépasser les moins 6 décibels. De cette manière, vous serez audible sans saturer, quel que soit le support qui sera utilisé pour écouter le résultat final, que ce soit des écouteurs, un smartphone, des haut-parleurs d'ordinateur, etc. Mais pour obtenir ces moins 12 décibels, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire en mettant le gain à fond. Certains streamers ou youtubeurs, pour des raisons qui leur sont propres, tiennent à garder le micro hors du champ de la caméra, que ce soit pour des raisons esthétiques ou de praticité, et pour compenser la perte de volume, ils vont pousser à fond ou peu s'en faut le gain de leur interface audio. Le problème, c'est que ça va générer des bruits parasites, ça va générer du souffle, ça va générer tout un brouhaha d'arrière-plan que vous tenez complètement à éviter. Et si c'est à éviter pour des vidéos YouTube ou des lives sur Twitch, c'est bien sûr encore plus absurde si vous enregistrez une voix off, étant donné que votre micro, on ne le voit pas, c'est simplement une voix off hors champ. Par définition, on n'est pas censé voir votre micro vous-même, l'image n'a rien à voir avec le son. Ici, je vous donne le cas d'un youtubeur américain spécialisé dans la tech et qui compte plus de 2 millions d'abonnés, Jay2Cents, qui tombe dans cet écueil, même dans ce double écueil, et déclare que un SM7B, c'est un gâchis d'argent et que mieux vaut un Blue Yeti, c'est bien mieux, ça a un meilleur son, il y a besoin de moins de matériel pour le faire fonctionner, etc. En fait, il les situe à la même distance, alors qu'il faut avoir le SM7B presque collé à sa bouche. C'est comme ça que s'utilise ce micro. Il tombe ici dans 2 écueils, parler trop loin de son micro avec une interface inadaptée, puisqu'il a justement le cas d'école du point précédent, un Shure SM7B couplé avec une Scarlett Solo. D'une manière générale, mieux vaut parler doucement et près de son micro avec un gain raisonnable qu'hurler de loin avec le son à fond. Il y a même un nom pour ça, Jamy. Ah bon, bah... s'il le dit. L'effet de proximité qui donnera souvent plus de chaleur et de basse à votre voix, et encore là j'ai un mauvais exemple puisque le RE20 est censé ne pas être sensible à l'effet de proximité, mais vous entendez qu'on a une qualité audio bien supérieure avec le même micro, même carte son, paramètres différents, et ça fait toute la différence. Et puisque vous allez vous rapprocher à une distance intime de votre micro, surtout si c'est un dynamique, encore plus si c'est un SM7B, pensez à le ménager avec un filtre anti-pop ou une mousse histoire de contenir les plosives. Je parle pas de pepperoni parce que mon papa il est pompier, par exemple. En résumé, on ne fait pas de la fiction, assumez fièrement votre micro, d'où l'intérêt, si vous pouvez vous le permettre, de ne pas en négliger l'esthétique. Même si à première vue ça relève un peu de l'anecdotique, vous ne serez pas tenté de le cacher hors champ de la caméra, et s'il a un look un peu original, on vous posera des questions dessus, on vous identifiera à ce micro qui deviendra une composante finalement de votre image. Que serait le JDG sans son RE20, Domingo sans son SM7B, un créatif sans son Blue Spark? Ils seraient toujours eux-mêmes, mais en un peu moins cool. Et erreur numéro 7, ne pas travailler son audio. Suppression de bruit, égalisation, normalisation, compression. Il y a des solutions gratuites et efficaces en plugin à télécharger pour la plupart des logiciels d'enregistrement ou de stream. Ne pas le faire, ce serait comme négliger les retouches de colorimétrie, netteté, contraste, recadrage en photo. C'est possible, mais franchement dommage si le but est que ce soit joli. Et si le langage photo ne vous parle pas, dites-vous que ça revient à aller à un premier rendez-vous, un entretien d'embauche avec une chemise froissée. Techniquement, vous êtes habillé, mais en vrai, c'est pas ouf. La normalisation et la compression servent à gérer l'amplitude du volume de votre audio. La compression peut aussi colorer votre voix suivant les paramètres utilisés. J'ai fait une autre vidéo que je vous mets en fiche qui explique ce point, mais dites-vous pour résumer que pour du gaming ou une voix off, une compression de 2 ou 3 pour 1 suffit généralement. Une compression de 4 pour 1, elle donnera un cachet très radiophonique et on évite généralement d'aller au-delà de cette valeur pour une voix, à part pour du chant très agressif, en rap ou en métal par exemple. L'égalisation ou EQ vient sculpter votre son en modifiant les fréquences dans les graves, médiums et aigus. Sur une voix parlée, on vient souvent atténuer, voire supprimer, via des low et high pass les valeurs extrêmes, en dessous de 50 ou 100 Hz et au-dessus de 12 ou 15 kHz. Pensez aussi au DSR qui, techniquement, est une forme particulière d'égalisation, servant à réduire les sifflantes, les S et certains F. Pour le reste, ça dépendra évidemment de votre voix et de votre micro, mais sachez qu'avec une bonne égalisation, vous pouvez faire sonner un micro d'entrée de gamme
quasiment comme un autre qui vaut 10 fois son prix. Vous auriez tort de vous en priver, je vous mets en description des liens de bons plugins que je peux vous conseiller, gratuits, que j'ai testés, à savoir RiaPlug pour OBS et la suite Speedfish pour Audacity. Conclusion! Alors, dans quel ordre faire les choses ? Pour la plupart des gens et des situations, je conseillerais de commencer par un micro dynamique, combiné à une petite interface audio évolutive, une série de plugins et de quoi contenir les plosives. Ça ne vous coûtera pas très cher et vous aurez un meilleur son que la plupart des gens sur YouTube et sur Twitch. Et pourquoi pas commencer à remplacer progressivement vos plugins de compression et d'égalisation par leurs équivalents analogiques. Mais faites-le dans cet ordre-là. Il serait dommage d'acheter un compresseur en hardware alors que vous n'avez même pas de suspension. En conclusion, vous devez comprendre qu'en audio, il est contre-productif de mettre tout son budget dans son micro. Ce qui pourra surprendre certains vu le titre de cette vidéo. C'est la même erreur que commettent certains vidéastes et photographes, en achetant un boîtier photo très cher pour finalement mal s'éclairer et y coller des objectifs de pacotille. Mieux vaut un micro à 50 € dans un bon environnement acoustique plutôt qu'enregistrer avec un Neumann à 1000 € dans votre buanderie. D'ailleurs, l'excellentissime Mike de Boss Junkie en a fait la démonstration. What's happening, Boot Junkies? Mike Delgadio here, back with another video on home studio setup for voiceover. A lot of the more expensive Neumann microphones can be, they're more expensive because they're great microphones. One of the things I really like about the Neumann is its color. It's got this really luxurious sort of gold tone to it. Si vous avez trouvé l'un ou plusieurs de ces conseils utiles, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, mettez la cloche, suivez mes réseaux sociaux, suivez ma radio, faites-nous des enregistrements et des streams de qualité. C'était Daimon.